travaillé dans une station de recherche qui étudie les baleines et les dauphins. J'ai vu sauver Willy quand j'avais 4 ans et ça m'a fait un petit déclic. Je suis tombée amoureuse des animaux marins et ça a toujours été évident pour moi que je voulais travailler auprès d'eux. Donc j'ai essayé de poursuivre ce rêve tout au long de ma jeunesse, même si je n'ai pas eu forcément du soutien autour de moi, mais en rencontrant des gens qui étaient dans ce domaine-là, etc., ça m'a permis de faire peu à peu avancer vers ce projet et ce rêve. J'ai fait un bac STG, donc rien à voir avec les animaux, la zootechnie, etc. Et après ce bac, j'ai été en BTS production animale à l'IREO des Herbiers. Et donc là, on a vu tout ce qui était zootechnie générale, donc apprendre alimentation, reproduction, pathologie, etc. de tous les animaux d'élevage pour la première année. Et pour la deuxième année, moi je me suis plus dirigée vers la faune sauvage. Donc j'ai été en stage à la fauconnerie du Puy du Fou. Je travaillais avec les aigles, les faucons, etc. Et donc j'ai adoré cette expérience, mais ça m'a montré que je ne pouvais pas et que je ne voulais pas travailler dans un milieu captif. Et donc c'est pour ça après que je me suis dirigée plus vers le milieu naturel et donc avec les animaux que je voulais vraiment, les mammifères marins. Alors ça m'a appris tout ce que je voulais pas faire déjà, ça c'est sûr. L'élevage, ça m'a fait devenir végétarienne. Donc on a vu beaucoup de choses sur les façons dont les animaux sont élevés, la façon dont ils sont abattus et dont on tire un maximum de profit d'eux. Et moi ça m'a dirigée peu à peu vers une alimentation végétarienne. On apprend tout en fait sur les animaux d'élevage, donc de la naissance jusqu'à la mort, comment faire en sorte qu'ils produisent mieux, plus, voilà, pour en tirer entre guillemets plus d'argent tout le temps, comment gérer une exploitation. Voilà, de la reproduction jusqu'à l'abattage, vraiment de zéro, de A à Z, toute la production animale. Et c'était en alternance, donc l'alternance m'a permis d'aller directement travailler dans les élevages avec les agriculteurs. Et ce que j'y ai vu m'a pas plu à moi, donc c'est pour ça que je me suis écartée un petit peu de ce système d'exploitation animale qui ne me convenait pas. Ça m'a mis en colère. Beaucoup en colère et ça m'a fait beaucoup de peine de voir comment on traitait des êtres innocents qui n'ont rien demandé à personne, de les considérer comme des objets qui vont juste nous rapporter de l'argent. Je trouvais ça pas correct du tout. On n'a pas le droit de se considérer comme l'espèce supérieure qui peut utiliser toutes les autres juste pour se faire de l'argent. Avant, je mangeais de la viande. J'en mangeais pas vraiment beaucoup, mais ça a juste terminé. Ça m'a mis les idées au clair et j'ai décidé de ne plus fermer les yeux sur ce qui se passait et de changer et de ne plus faire partie de ce système d'exploitation des autres espèces. Pour moi, ça n'allait pas avec mes principes, ça n'allait pas avec le métier que je voulais faire, c'était juste logique d'arrêter, donc j'ai préféré arrêter. C'est vrai que c'est difficile d'un point de vue humain d'accepter que les autres espèces sont égales à nous, mais il y a énormément d'études et de recherches qui sont faites sur la conscience animale, sur l'empathie des espèces entre elles, entre individus, etc. Et on le sait maintenant que tous les animaux sont capables de ressentir les choses au même titre que les humains, que ce soit la tristesse, la joie. Il suffit de regarder un chien quand il joue, on voit très bien qu'il est heureux, qu'il est content, et on regarde un chien qui est dans un chenil, on voit la tristesse dans ses yeux. Pour tous les animaux, que ce soit un cochon, une vache, un cheval, n'importe quelle espèce, c'est la même chose. Donc quand un cochon est enfermé dans un bâtiment toute sa vie, qui sont entassés et qui sont privés de la lumière du jour, ça se voit dans leurs yeux, ils ont vraiment de la détresse et ça brise le cœur quand on en est conscient. J'ai jamais vraiment sorti cette idée de ma tête de travailler avec les animaux marins. J'avais pas vraiment d'idée du comment faire. On n'est pas très bien guidé à l'école sur comment faire pour aller vers un métier qui n'est pas connu, entre guillemets, où il n'y a pas beaucoup de débouchés. On nous guide pas bien et on essaye de nous sortir l'idée de la tête, entre guillemets. Mais j'ai juste décidé de partir à l'étranger et de me former moi-même en fait, sur le terrain. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis de réaliser ce rêve et de travailler avec ces animaux fantastiques. Je suis partie au Canada la première année. Alors j'ai envoyé à peu près 200 mails, je pense, à des stations tout autour du monde pour demander est-ce que je pouvais faire un stage du coup avec eux sur les mammifères marins. Bon, pas forcément dans la recherche, c'était vraiment très très global aussi dans les stations d'observation des animaux, etc. Et j'avais
J'ai eu beaucoup de retours négatifs, notamment parce que je n'avais pas les études biologie marine pure pour les structures françaises. Et au Canada, il y a Richard Sears, qui est le directeur de la station de recherche des îles Mangan, qui m'a répondu en me proposant de faire une entrevue Skype. Et donc on a discuté et on s'est très bien entendu. Et au final, il s'est trouvé que ce monsieur était le directeur donc, de la station de recherche et connu dans énormément de structures tout autour du monde. Et donc voilà, ça m'a permis en travaillant avec lui d'avoir l'opportunité de travailler ailleurs par la suite. Cette station, elle fait de la recherche donc, sur le long terme au niveau des populations qui sont situées dans le Saint-Laurent au Québec. Donc de rorqual à bosse, rorqual commun, rorqual bleu, etc. Et donc on a un suivi sur le long terme au niveau de la photo-identification. Il y a également des études au niveau de la génétique. La première fois, c'était l'accomplissement d'un rêve. Donc j'étais comme un enfant sur le bateau, j'ai pleuré, j'étais vraiment très émue. Et c'était pas très professionnel, mais c'était mon émotion du moment. Mais même maintenant, quand je suis tout le temps heureuse de voir des animaux marins, on a pas mal essayé de m'enlever cette idée de la tête et de me faire comprendre que c'était un rêve d'enfant qu'il fallait que j'oublie. Mais je ne l'ai pas oublié, c'est tout. Après le Canada, je suis allée au Nicaragua pour travailler sur un projet également d'études et de recherche sur les dauphins et les baleines. Donc un projet de 3 mois. Et c'était génial, on était dans un tout petit village, donc c'était vraiment des conditions de vie qui étaient très différentes du Canada. Dans un petit village très pauvre où il n'y avait rien, c'était vraiment précaire, etc. Mais c'était une expérience formidable parce que ça nous a vraiment permis de voir que même avec très peu de moyens, on peut faire les choses correctement et sensibiliser les gens, pas seulement dans les pays développés, mais aussi dans les pays en voie de développement et sous-développés, où il y a un manque de connaissances au niveau de ces animaux-là. En gros, on faisait une partie recherche, donc pure et dure, de la photo-identification, de la prise de données, des champs, etc., du comportement. Mais aussi, il y avait une partie qui était très importante, c'était la sensibilisation de la population locale, donc que ce soit des pêcheurs, des gens qui vivaient dans les villages et des enfants. Donc tous les mercredis, on créait des ateliers différents pour essayer de parler aux enfants et de les sensibiliser un petit peu sur les animaux qu'ils ont, la différente biodiversité, pas seulement dans l'eau, aussi sur terre avec eux, et essayer de leur montrer qu'il n'y avait pas de problème avec ces animaux-là, qu'on pouvait tous vivre ensemble et correctement sans forcément faire du mal à une espèce ou à une autre. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, l'océan c'est vraiment mystérieux, il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, d'espèces qu'on n'a pas encore découvertes. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre, mais ce qui est sûr, c'est que les activités humaines sont terribles pour tous les habitants de la mer, pas seulement les mammifères, pour les poissons, les tortues, les requins. Toutes nos activités ont un impact direct sur eux. Et la mer est considérée comme un petit peu la poubelle en fait, de la terre. Et c'est vrai qu'entre les déchets plastiques, les déchets chimiques, le bruit des trafics, les nappes de pétrole, voilà, il y a énormément de choses qui les menacent et qui les met en danger. Et aujourd'hui, c'est une menace qui est vraiment énorme et réelle. Et c'est impossible de l'ignorer. Rien que de voir la baisse de certaines populations dans certaines espèces, on sait qu'il y a un problème de reproduction, qu'il y a un problème vraiment de fond. Après, j'ai été amenée à voir des animaux pris dans des lignes de pêche, dans des filets. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont alarmantes, parce qu'on sait que ça vient directement des humains et qu'on pourrait faire quelque chose si on le voulait. Mais c'est difficile de reproduire l'habitat naturel d'un animal aussi intelligent et sociable qu'un dauphin, qu'une orque, qu'un phoque, même qu'une loutre ou n'importe quel animal. On ne peut pas reproduire leur habitat naturel dans un bassin, c'est impossible. C'est des animaux qui voyagent énormément et qui peuvent faire des centaines de kilomètres en de très courtes périodes et plonger profond aussi. Donc les mettre dans un bassin de 30 mètres sur 15 mètres de profondeur, c'est pas quelque chose qui est possible. Que ce soit pour le dressage, l'alimentation, la notion de famille pour eux qui est très importante. Il n'y a rien de naturel dans un bassin et non, ça ne marche pas. La captivité, c'est pas quelque chose de normal, malgré ce qu'on essaye de nous faire croire. Enfin, c'est sûr que l'homme est une espèce qui est connue pour essayer de dominer toute espèce sur la planète.
Mais non, les animaux ne vivent pas bien cette captivité, qu'il s'agisse d'une vache dans un élevage, d'un dauphin dans un bassin, c'est la même chose. Toutes les espèces, elles ont envie d'être libres, elles ont besoin d'être libres pour être heureuses. Et les priver de leur liberté, c'est pas normal, c'est dégoûtant. Parfois, on le voit vraiment dans leurs yeux, la détresse. Et si on ne le voit pas, c'est qu'on refuse de le voir, c'est nous qui fermons les yeux. Il y a la majorité des espèces qui sont dans les zoos et dans les parcs ne sont pas en voie d'extinction. Donc c'est vraiment juste un argument marketing pour essayer de faire passer ce qu'ils font pour un acte de bonté envers ces animaux. Mais quel intérêt de préserver une espèce si son habitat naturel est détruit? Voilà, c'est aux gens de se poser les bonnes questions et de ne pas écouter bêtement ce qu'on veut leur faire croire. Quand je suis revenue là, du Canada, ça faisait déjà quelques années que ça me trottait dans la tête de créer quelque chose pour parler des animaux et de l'urgence environnementale auprès des populations locales, donc pas que à l'étranger mais aussi en France. Et donc j'ai décidé de créer une micro-entreprise pour parler de ça dans les écoles et dans toutes les structures qui sont ouvertes à faire passer ce message, pour essayer de sensibiliser un petit peu, donc que ce soit sur l'écologie générale, sur la biodiversité marine, sur les animaux marins et les baleines, les dauphins en particulier, la captivité, vraiment sur tous les sujets qui touchent un petit peu l'environnement. Et ça a été assez bien reçu. C'est vrai que j'étais assez étonnée. La majorité des choses qui sont dans la nature et qui posent problème, c'est lié à notre consommation. Donc la première chose à faire, c'est de consommer intelligemment et de réfléchir, de ne pas juste consommer. On est acteur de notre consommation, donc c'est vrai qu'en faisant les bons choix, ça peut faire la différence. En réfléchissant avant d'acheter, en général. Acheter des choses qui durent, pas des choses qui cassent, en plastique utilisable une seule fois. Voilà, un des gros problèmes en ce moment dans l'environnement et dont on entend beaucoup parler, c'est le plastique. Et il faut savoir qu'il y a plus de 40% du plastique qui est utilisé partout dans le monde, qui est utilisé une seule fois et jeté. Et par exemple, une bouteille en plastique, ça reste 400 ans sur la planète, c'est-à-dire que toutes les bouteilles en plastique qui ont été produites et utilisées sont encore au jour d'aujourd'hui sur la planète. Donc voilà, c'est à nous de prendre les bonnes décisions et d'agir pour notre futur. Et c'est ce message-là que je veux passer aux enfants, ils sont acteurs aujourd'hui du futur de demain. Donc voilà, d'essayer de changer les choses et d'avoir un impact positif au final. Les quelques interventions que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'ici, c'est vrai que les jeunes sont très très ouverts et très très à l'écoute sur tout ça. Je pense qu'ils ont un peu plus de sensibilisation générale que nous, quand on était plus jeunes. C'est un message qui est très en ce moment partagé, que ce soit sur les réseaux sociaux, aux infos, etc. On parle beaucoup des problèmes environnementaux, plus que quand nous étions à l'école. Et de ce fait, ils sont très ouverts à ça et même s'ils en entendent beaucoup parler, ils sont à l'écoute et ils participent énormément. Et quand on leur montre des images fortes, un peu choquantes, c'est vrai qu'ils réagissent vraiment à tout ça et ils ont envie de changer les choses et ils sont conscients que c'est leur avenir qui est en jeu et pas juste la nature toute seule. Alors, il y a eu plus de 1200 dauphins échoués depuis le mois de janvier, il me semble, soit sur la côte atlantique. C'est à cause des filets de pêche. Alors la consommation de poissons, on a beau dire que c'est bon pour la santé, etc. C'est loin d'être bon pour la santé de l'environnement, surtout pour la santé de la mer. Avoir autant de poissons, ça demande d'avoir du matériel qui pêche beaucoup de poissons. Donc des énormes filets qui font des kilomètres et qui vont dévaster non seulement les fonds marins, mais qui ne vont pas juste prendre les poissons qu'on veut, ils vont aussi prendre tous les autres animaux qui vont passer par là, que ce soit les dauphins, les requins, les tortues, voilà, tous les autres animaux ils vont être piégés dans ces filets, notamment les dauphins. Et les dauphins qui sont des mammifères ont besoin de remonter à la surface régulièrement pour respirer. Et donc ils sont coincés dans ces filets et ils ne peuvent pas remonter à la surface et donc ils se noient. Et ils sont remontés sur les bateaux et rejetés à la mer. Et donc après, avec les courants, ils sont rejetés sur les côtes. Mais on sait que les dauphins qui se sont été retrouvés sur la côte, c'est probablement une toute petite partie des dauphins qui ont été réellement tués par les filets. C'est des animaux qui sont extrêmement sociaux et qui se respectent
d'une manière impressionnante. Ils ne vont pas chercher vraiment les conflits. S'il y a des conflits, ils ont des kilomètres et des kilomètres pour s'en aller. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux sur ça. De la façon dont ils communiquent et de la façon dont ils gèrent les conflits, c'est quelque chose d'important et c'est beau. Il y a une prise de conscience, que ce soit pour l'environnement, pour la captivité, pour la pêche. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler et les gens commencent tranquillement à réaliser ce qui se passe. Il faudrait que ça aille plus vite. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle encore et encore et encore. Et même si c'est un sujet qui revient souvent, il faut continuer ce combat parce que c'est l'avenir qui est en jeu. C'est pas juste les dauphins, les tortues, les requins, les oiseaux. C'est nous. Si on perd un maillon de la chaîne alimentaire, tout va s'effondrer. Et les humains aussi. Donc c'est très très important. Quand on a un rêve, c'est un challenge et qu'il faut essayer de le réaliser à tout prix. Bon, à partir du moment où c'est réalisable. Mais il ne faut pas écouter les gens qui nous disent que c'est un rêve d'enfant, que c'est pas possible, que c'est trop compliqué. Parce que si on s'en donne les moyens, on peut tout réaliser. C'est nous-mêmes qui nous mettrons nos propres contraintes et nos propres frontières. Et il faut essayer d'aller au-dessus de ce que les gens pensent et de vraiment faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves. C'est important. C'est pour être heureux. On est influencé par toutes les pubs et tout ce que les médecins et les nutritionnistes nous disent. Il faut manger des produits laitiers, il faut manger de la viande sinon on va avoir des carences, il faut manger du poisson parce que c'est bon pour la santé. Mais on sait que l'humain n'a pas besoin de ces choses-là pour être en bonne santé. C'est clairement un luxe d'avoir accès à de la viande, à du poisson de manière quotidienne. Là, nos grands-parents, ils en mangeaient une fois par semaine quand ils avaient suffisamment d'argent. C'est pas pour ça qu'ils étaient carencés. Voilà, le fait de manger de la viande tous les jours, ça crée des problèmes de santé plutôt que d'améliorer vraiment la santé des gens. Et ça, on n'en parle pas assez. On est encore dans un système où voilà, on veut nous faire manger des choses parce que ça génère des emplois, parce que ça génère des profits. Et les gens ne sont pas assez conscients encore. Mais c'est sûr que ça change. Il y a de plus en plus de mouvements voilà, végétariens ou d'essayer juste de réduire sa consommation de viande. Non seulement ça va aider l'environnement, ça va aider les animaux, mais ça va aussi aider la santé des gens. Et ça, c'est très très important. Et si les gens ne sont pas sensibles à l'environnement, ils sont au moins sensibles à leur propre santé, ça c'est sûr. Donc en parlant un petit peu plus de ça, ça peut aussi faire la différence. L'humain est capable de beaucoup de choses de nature, mais on l'a oublié. On s'est tellement déconnecté de la nature qu'on n'est plus capable de se déplacer sans avoir un GPS. On n'est plus capable de voir les choses arriver comme le mauvais temps. On est obligé de regarder la météo plutôt que de regarder le ciel avec les messages naturels qui sont présents. La nature, elle nous envoie plein de messages tous les jours et on les voit mais on ne les regarde pas. On ne prend pas le temps d'observer les choses, d'observer les animaux, d'observer la nature qui nous fait passer énormément de messages. Et on n'a pas besoin de tous ces gadgets pour vivre. On a juste besoin de la nature et il faudrait qu'on s'y raccroche un peu plus pour peut-être être vraiment heureux.